Il a acheté un food truck lors d'une vente aux enchères de la police, en espérant simplement repartir de zéro. Une réparation ordinaire a pris une tournure inattendue lorsque, sous le toit, il a découvert quelque chose qui n'aurait jamais dû s'y trouver. Abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez. Ethan Crawford n'avait jamais imaginé que sa vie pourrait se réduire à une suite de matins froids et silencieux, où chaque réveil ressemblait davantage à une obligation qu'à un espoir. À 48 ans, son corps portait les traces d'années de travail mécanique, de gestes répétés, de moteurs démontés et remontés dans des ateliers mal chauffés. Ses mains, larges et calleuses, savaient encore exactement comment sentir une vibration anormale ou deviner un problème avant même d'ouvrir un capot. Mais cette compétence, autrefois source de fierté et de stabilité, n'était plus qu'un souvenir amer. L'atelier qu'il avait tenu pendant près de 20 ans n'existait plus, vendu pièce par pièce pour payer des factures qui s'étaient accumulées sans jamais ralentir. La maladie de sa femme avait tout englouti, lentement, sans pitié, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à défendre. Lorsqu'elle était morte, la vie d'Ethan ne s'était pas arrêtée brutalement. Elle s'était simplement vidée. Les jours continuaient à s'enchaîner, mais sans relief, sans direction. L'appartement qu'il partageait autrefois semblait trop grand, trop silencieux, comme si chaque mur conservait l'écho de conversations désormais impossibles. Il mangeait sans faim, dormait sans repos, et travaillait parfois au noir pour quelques garages qui connaissaient encore son nom. Mais ces petits boulots ne faisaient que retarder l'inévitable. Il savait qu'il approchait d'un point où il faudrait soit renoncer complètement, soit tenter quelque chose de radical, même si cela signifiait tout risquer. La seule idée qui revenait sans cesse, presque comme une obsession, était celle du food truck. Ce n'était pas un rêve de richesse ou de reconnaissance. C'était une image simple, presque naïve, qu'il partageait autrefois avec sa femme lors de longues soirées où la fatigue se mêlait à l'espoir. Un petit camion, quelques recettes faciles, le contact direct avec les gens, la possibilité de recommencer ailleurs si un endroit ne fonctionnait pas. Une liberté modeste, mais réelle. Après sa mort, cette idée était restée enfouie, douloureuse. Mais elle était aussi devenue la seule chose qui lui donnait encore une direction, aussi floue soit-elle. C'est avec cet état d'esprit qu'il se rendit, un matin de novembre, à une vente municipale de biens saisis par la police. Il n'y allait pas comme un chasseur de bonnes affaires, ni comme un aventurier. Il y allait parce qu'il n'avait plus d'autre option. Le ciel était bas, d'un gris uniforme, et l'air froid s'infiltrait à travers sa veste de travail trop fine. Le dépôt de la police s'étendait devant lui, vaste étendue d'asphalte, entourée de grillages, où s'alignaient des véhicules fatigués, des camionnettes abandonnées, des voitures accidentées. Autour, quelques acheteurs aguerris discutaient à voix basse, jaugeant déjà ce qui pourrait leur rapporter le plus. Ethan se sentait étranger à ce monde. Les autres semblaient à l'aise, presque indifférents, comme si tout cela n'était qu'un jeu. Pour lui, chaque pas sur ce sol froid avait le poids d'une décision irréversible. Son regard s'arrêta sur un vieux camion de type step van, probablement de la fin des années 80. La peinture était passée, la carrosserie marquée de taches de rouille et de traces d'écoulement laissées par des années de pluie et de négligence. Pour la plupart des gens présents, ce n'était qu'un tas de métal usé, bon à être démonté ou revendu à bas prix. Pour Ethan, c'était autre chose. C'était une forme, une base, un espace qui pouvait encore être transformé. Il fit mentalement ses calculs, encore et encore. Il savait exactement combien il avait en poche et ce que cela représentait. C'était l'argent issu de la vente de ses outils, de ses machines, de tout ce qui avait autrefois défini son métier. Miser cette somme sur ce camion signifiait qu'il n'aurait plus aucune marge de manœuvre, pas de retour possible. Lorsque les enchères commencèrent, son cœur battait trop vite, mais il garda un visage fermé. Un acheteur tenta de faire monter le prix, mais abandonna rapidement, visiblement peu intéressé par un véhicule aussi ancien. Ethan leva la main une dernière fois, presque mécaniquement. Le marteau tomba. Le camion était à lui. Le sentiment qui suivit fut étrange. Mélange de soulagement et de peur. Il avait gagné. Mais à quel prix? En récupérant les clés, il sentit leur poids dérisoire dans sa paume, comme une promesse fragile. Lorsqu'il démarra le moteur et franchit les grilles du dépôt, il essaya de se convaincre qu'il avait fait le bon choix. Pourtant, dès les premiers kilomètres, quelque chose lui parut étrange.
Le camion se comportait de façon anormale. Dans les virages, il oscillait légèrement, comme si une masse invisible se déplaçait au-dessus de lui. À chaque irrégularité de la route, la suspension semblait s'écraser plus que prévu. Ethan tenta de rationaliser. Le véhicule était vieux, les ressorts fatigués, la structure affaiblie par le temps. Rien d'inexplicable, se disait-il. Et pourtant, son instinct de mécanicien, affûté par des décennies d'expérience, refusait de se taire. Un camion vide ne devait pas réagir ainsi. Il repoussa cette pensée, se forçant à rester concentré sur l'objectif. Il loua un box bon marché à la périphérie de la ville, un endroit isolé, à peine éclairé, où il pourrait travailler sans être dérangé. Il y installa une vieille couchette, quelques outils récupérés, et commença à démonter l'intérieur du camion. Les premiers jours, le travail fut presque apaisant. Dévisser, retirer, nettoyer. Chaque panneau retiré donnait l'impression de faire un pas de plus vers un futur possible. Il passait ses nuits dans le box, mangeant des repas simples, s'endormant épuisé mais avec l'impression, pour la première fois depuis longtemps, d'avancer. Pourtant, à mesure qu'il s'approchait des parties supérieures du camion, une sensation diffuse d'inconfort persistait. Il ignorait encore pourquoi, mais quelque chose dans ce véhicule ne correspondait pas à ce qu'il aurait dû être. À ce moment-là, Ethan croyait encore que ses inquiétudes n'étaient que le reflet de sa fatigue et de sa peur de l'échec. Il ne savait pas que ce camion, acheté comme un ultime espoir, portait déjà en lui le germe d'une découverte qui allait bouleverser bien plus que ses projets. La route qu'il venait d'emprunter n'avait plus de retour possible, et le plafond qu'il s'apprêtait à démonter allait bientôt lui révéler une vérité qu'il n'aurait jamais cherchée de lui-même. Les jours qui suivirent s'installèrent dans une routine austère et silencieuse. Le box que louait Ethan, perdu dans une zone industrielle presque abandonnée, devint à la fois son atelier, son refuge et son unique point d'ancrage. La lumière y était froide, artificielle, et ne changeait jamais, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Il dormait sur une vieille couchette pliable, se réveillait avec les muscles endoloris, puis se remettait aussitôt au travail. Les repas étaient simples, presque mécaniques, avalés sans y penser, comme si nourrir son corps n'était qu'une formalité nécessaire pour continuer à avancer. Travailler lui permettait de ne pas penser. Chaque vis retirée, chaque panneau démonté occupait son esprit et repoussait, ne serait-ce que temporairement, les souvenirs et les doutes. Il commença par l'intérieur du camion, retirant les anciennes installations inutilisables, la vieille isolation fatiguée, les restes d'aménagements qui n'avaient jamais été pensés pour accueillir une cuisine. Tout cela lui paraissait normal. Le camion avait vécu, avait probablement changé de main plusieurs fois, et il s'attendait à trouver des traces de bricolage maladroit ou de réparation improvisée. Rien dans un premier temps ne sortait de l'ordinaire. Plus les murs se dénudaient, plus l'espace lui semblait prometteur. Il imaginait déjà où placer le plan de travail, le grill, les rangements. Cette projection vers l'avenir lui donnait l'impression de reprendre doucement le contrôle de sa vie. Les heures passaient sans qu'il s'en rende compte. Le bruit des outils résonnait contre les parois métalliques, créant une sorte de cocon sonore dans lequel le reste du monde semblait s'effacer. Ce n'est que lorsqu'il arriva au plafond que son rythme ralentit. Dès les premières plaques retirées, il sentit une résistance inhabituelle. L'isolation était plus dense qu'elle n'aurait dû l'être, compactée de manière étrange, comme si elle avait été ajoutée non pas pour protéger du froid ou de la chaleur, mais pour dissimuler quelque chose. Il fronça les sourcils, mais poursuivit, convaincu que ce n'était qu'une anomalie de fabrication ou une modification ancienne et maladroite. Puis alors qu'il tirait sur un morceau récalcitrant, un objet lourd se détacha brusquement et tomba au sol avec un bruit sourd. Ethan recula d'un pas, le cœur soudain plus rapide. À ses pieds se trouvait un large collier de serrage industriel, noir, épais, bien plus robuste que ceux utilisés habituellement dans l'automobile. Il resta immobile quelques secondes, écoutant le silence retomber autour de lui. Quelque chose n'allait pas. Il leva de nouveau les yeux vers le plafond partiellement ouvert. C'est là qu'il les vit. Des câbles. Pas un ou deux, mais des dizaines, alignés avec une précision presque obsessionnelle le long des nervures métalliques. Ils étaient épais, d'un noir mat, solidement maintenus par ces mêmes colliers industriels. Ils parcouraient toute la longueur du camion, de l'avant jusqu'aux portes arrière, sans interruption visible. Ethan sentit un frisson lui parcourir l'échine.
Il s'approcha lentement, examinant ce qu'il avait sous les yeux, avec le regard professionnel qui avait été le sien pendant des décennies. Ce n'était pas une installation électrique classique. Les câbles étaient trop massifs, et surtout, ils ne semblaient reliés à rien. Aucun boîtier, aucun générateur, aucune sortie. Ils étaient là, simplement fixés, cachés au-dessus de la tête de quiconque aurait regardé sans démonter. Cette absence de logique technique le troubla profondément. Il passa la main le long de l'un des câbles. Il était étonnamment lourd, même sans être détaché. Son instinct lui criait que quelque chose clochait gravement. Un camion peut dissimuler beaucoup de choses, mais pas une installation aussi méticuleuse sans raison. Chaque année passée à réparer des véhicules, à comprendre leur structure, lui confirmait qu'il n'était pas face à une erreur ou à une coïncidence. Après une longue hésitation, il prit un cutter et entailla prudemment la gaine d'un câble. Le geste était lent, presque solennel, comme s'il craignait ce qu'il allait découvrir. Lorsque la lame trancha le revêtement noir, un métal apparut, d'une couleur jaune profonde. Pas le jaune terne de l'aluminium, ni l'orangé du cuivre oxydé. C'était une teinte dense, presque chaude, qui captait la lumière de façon inhabituelle. Ethan resta figé. Il toucha le métal du bout des doigts. Il était lourd, étonnamment souple, et ne portait aucune trace d'oxydation malgré l'âge supposé du camion. Une sensation de froid s'installa dans sa poitrine, une certitude diffuse qu'il venait de franchir une limite invisible. Ce qu'il avait sous les yeux n'était pas simplement inhabituel, c'était dangereux. Il recula, laissant retomber le morceau de gaine entaillé. Le box lui sembla soudain trop étroit, l'air trop lourd. Chaque câble qu'il voyait désormais au-dessus de lui ressemblait à une menace silencieuse. Des questions se bousculaient dans son esprit. Qui aurait fait cela? Et pourquoi? Pourquoi transformer un métal précieux en faux câble? Pourquoi prendre autant de précautions pour le dissimuler dans un vieux camion promis à l'oubli? Ethan comprit qu'il ne s'agissait plus d'un simple projet de reconversion. Le camion qu'il avait acheté comme dernier recours cachait quelque chose qui dépassait largement ses problèmes personnels. Il n'avait encore aucune idée de l'ampleur de ce qu'il venait de découvrir, mais une chose était certaine, cette trouvaille allait changer la trajectoire de sa vie, qu'il le veuille ou non. Et alors qu'il quittait le box pour prendre l'air, le regard encore fixé sur ce plafond éventré, il sentit pour la première fois une peur réelle, viscérale, s'installer en lui, annonçant que le pire restait à venir. Ethan ne dormit presque pas cette nuit-là. L'image des câbles dissimulés sous le plafond du camion revenait sans cesse, comme une vision obsédante qui refusait de s'effacer. Allongé sur sa couchette, dans le silence artificiel du box, il écoutait chaque bruit extérieur avec une attention excessive, persuadé à plusieurs reprises d'entendre des pas ou le claquement lointain d'une portière. Lorsque le matin arriva enfin, il se leva avec une fatigue lourde, différente de celle du travail physique. Une fatigue née de l'inquiétude et de l'incertitude. Il savait qu'il ne pouvait pas rester seul avec cette découverte. Son expérience de mécanicien lui suffisait pour comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un simple métal inhabituel ou d'un bricolage étrange. Pourtant, il avait besoin d'une confirmation extérieure, d'un avis qui ne soit pas brouillé par la peur. Après de longues hésitations, il prit une décision prudente. Il coupa un court morceau du câble entaillé, l'enveloppa soigneusement dans un chiffon, puis le glissa dans son sac. Il verrouilla le box plus méticuleusement que d'habitude, jetant plusieurs regards autour de lui avant de partir. Le trajet jusqu'au petit dépôt de récupération de métaux se fit dans un silence tendu. Le lieu était tenu par un homme qu'Ethan connaissait depuis des années, un professionnel discret, habitué à voir passer toutes sortes de matériaux, légaux ou non, sans poser de questions inutiles. Lorsqu'Ethan posa le morceau de métal sur le comptoir, l'homme leva d'abord les yeux avec une indifférence routinière, puis son expression changea presque imperceptiblement. Il prit le fragment, le pesa dans sa main, le gratta légèrement, puis le fixa longuement, sans dire un mot. Ce silence fut plus parlant que n'importe quelle réaction excessive. Finalement, l'homme releva la tête et demanda d'une voix basse où Ethan avait trouvé cela. Ethan éluda la question, se contentant de dire qu'il avait besoin de savoir ce que c'était. Le verdict tomba sans détour. C'était de l'or. Pas un alliage, pas un métal plaqué, mais de l'or presque pur, d'une qualité exceptionnelle. Le récupérateur expliqua, avec un calme inquiet,
que ce type de métal était parfois fondu et étiré en fil ou en barres fines pour faciliter le transport clandestin et tromper les contrôles superficiels. Les mots hurlent sur Ethan l'effet d'un coup porté en plein ventre. L'or. Ce simple mot suffisait à donner une dimension nouvelle à tout ce qu'il avait vu. Il remercia brièvement et quitta les lieux, le fragment soigneusement rangé, comme s'il transportait désormais un objet brûlant. Sur le chemin du retour, son esprit se mit à calculer malgré lui. La longueur approximative des câbles, leur nombre, leur épaisseur. Les chiffres qui se formaient dans sa tête dépassaient tout ce qu'il avait jamais gagné ou même imaginé posséder. Ce n'était pas une fortune. C'était une somme qui attirait inévitablement la violence. Cette prise de conscience s'accompagna presque immédiatement d'une certitude glaçante. On n'oublie pas une telle quantité d'or. Elle ne disparaît pas par accident. Si elle avait été dissimulée ainsi, c'était pour être récupérée plus tard. Et si elle ne l'avait pas encore été, cela signifiait que quelqu'un, quelque part, attendait le bon moment. Ethan sentit une angoisse sourde s'installer durablement en lui. Le camion n'était plus un simple objet, il était devenu un signal, une promesse dangereuse pour quiconque savait ce qu'il contenait. Ses craintes prirent une forme concrète dès le lendemain. En arrivant au box, il remarqua immédiatement que quelque chose avait changé. La serrure portait des marques fraîches, presque invisibles pour un œil non averti, mais évidentes pour lui. Quelqu'un avait tenté de forcer l'entrée, ou au moins de vérifier ce qui s'y trouvait. L'intérieur semblait intact, mais cette simple trace suffit à confirmer ce qu'il redoutait. Il n'était pas seul à s'intéresser au camion. Quelqu'un surveillait, patientait, prêt à agir. Les nuits suivantes furent marquées par l'insomnie et la peur. Chaque bruit devenait suspect. Ethan se surprenait à observer les voitures qui passaient de trop lentement, à mémoriser des silhouettes, à imaginer des scénarios où des inconnus surgissaient pour récupérer ce qui leur appartenait. Il tenta de réfléchir rationnellement, d'envisager toutes les options possibles. Fuir avec le camion était irréaliste. Un véhicule aussi particulier serait rapidement repéré. Vendre l'or discrètement était impossible, tant par le volume que par les risques encourus. Le cacher ailleurs ne ferait que retarder l'inévitable. Plus il analysait la situation, plus une évidence s'imposait à lui. L'or, qui aurait pu représenter une chance inespérée, était devenu une malédiction. Il n'en était pas le propriétaire, seulement le dépositaire involontaire. Chaque heure passée avec ce secret augmentait le danger. Il pensa à sa femme, à ce qu'elle lui aurait conseillé. Elle avait toujours cru à la nécessité de rester du bon côté, même lorsque la vie semblait injuste. Cette pensée, plus que la peur, orienta finalement sa décision. Avec une résolution mêlée d'appréhension, Ethan contacta les autorités. Il raconta ce qu'il avait découvert, sans embellir ni minimiser les faits. La réaction fut rapide, presque trop pour le rassurer. On lui demanda de ne toucher à rien, de suivre des instructions précises et de rester disponible. Le camion devint alors un élément central d'une opération soigneusement préparée. Il serait utilisé comme appât, exactement là où ceux qui cherchaient l'or s'attendaient à le trouver. La nuit de l'opération, Ethan se tint à distance, observant sans être vu. Des hommes arrivèrent, convaincus de pouvoir récupérer leurs marchandises dans l'ombre. Ils ne s'attendaient pas à être attendus. L'intervention fut brève, tendue, sans possibilité d'erreur. En quelques minutes, tout fut terminé. Les silhouettes disparurent, remplacées par des véhicules officiels et des voix calmes mais fermes. Lorsque l'aube se leva, le camion fut emmené, cette fois sous escorte. Ethan resta seul, regardant l'espace vide qu'il occupait encore la veille. Il avait perdu le véhicule qui représentait son dernier espoir matériel, mais il avait aussi échappé à un danger qu'il n'aurait jamais pu maîtriser. Alors qu'il quittait le box pour la dernière fois, il comprit que sa vie venait une nouvelle fois d'être remise à zéro. Il ne savait pas encore ce qui l'attendait, mais une chose était claire, l'or avait cessé d'être une promesse. Il avait révélé sa véritable nature, celle d'un poids dont il venait enfin de se libérer. Après le départ du camion sous escorte, le temps prit pour Ethan une consistance étrange. Les jours semblaient s'étirer sans direction précise, comme s'il avançait dans une zone intermédiaire où plus rien ne dépendait vraiment de lui. Il quitta le box sans regret, laissant derrière lui l'odeur du métal et de l'huile, et s'installa dans un motel bon marché à la sortie de la ville. La chambre était impersonnelle,
avec ses murs pâles et son mobilier fatigué, mais elle avait au moins l'avantage de ne rien contenir de son passé récent. Il y passait de longues heures à attendre, parfois assis près de la fenêtre, parfois allongé sur le lit à fixer le plafond, cherchant à comprendre ce que tout cela signifiait pour la suite de sa vie. Cette attente n'avait pourtant plus la même saveur que les mois de dérive qu'il avait connus après la mort de sa femme. Il y avait toujours de l'incertitude, mais plus cette peur constante qui lui nouait l'estomac. Le danger immédiat avait disparu avec le camion, et même si l'avenir restait flou, il n'était plus menacé par une découverte qu'il ne maîtrisait pas. Les autorités le tinrent, informées de manière parcimonieuse, mais suffisante pour lui faire comprendre que l'affaire avançait. Les hommes arrêtés faisaient partie d'un réseau bien plus vaste, et le camion n'était qu'un maillon parmi d'autres dans une chaîne de dissimulation et de transport. Les semaines passèrent ainsi, rythmées par quelques appels et par la lente reprise de gestes simples. Ethan recommença à travailler occasionnellement, acceptant de petites réparations pour des garages voisins, non pas par nécessité immédiate, mais pour garder un lien avec ce qu'il savait faire. Chaque moteur réparé, chaque problème résolu lui rappelait qu'il n'avait pas tout perdu, que ses compétences existaient toujours indépendamment des épreuves traversées. Peu à peu, une forme de calme s'installa, fragile mais réelle. Lorsque l'enquête fut officiellement close, on le convoqua pour lui annoncer la fin de la procédure. Le réseau avait été démantelé, l'or saisi et évalué, et les responsabilités clairement établies. Ethan écouta ses explications avec une distance étonnée, comme s'il s'agissait de l'histoire de quelqu'un d'autre. Puis vint la question de la compensation. La somme qu'on lui proposa n'avait rien de spectaculaire au regard de la valeur totale de l'or découvert, mais elle était suffisante. Suffisante pour effacer ses dettes, pour respirer à nouveau, et surtout pour envisager un futur sans avoir à se cacher ni à craindre un retour en arrière. Il quitta le bâtiment administratif avec un sentiment étrange de légèreté. Il n'était pas devenu riche et il n'en éprouvait aucune déception. L'essentiel était ailleurs. Il avait traversé une situation qui aurait pu le briser ou le détruire, et il en sortait intact, avec une possibilité réelle de recommencer. Il pensa à sa femme, à ce qu'elle aurait ressenti en le voyant ainsi, debout, enfin libéré d'un poids invisible. Cette pensée, loin de le rendre triste, lui apporta un apaisement profond. Ethan prit une décision simple. Il ne partirait pas loin. Il ne chercherait pas à changer de vie de manière spectaculaire. Il resterait là, dans cette ville qu'il connaissait, et il reprendrait le fil interrompu de son projet. Cette fois, il ferait les choses différemment. Il acheta un nouveau food truck, plus récent, choisi avec soin, inspecté jusque dans les moindres détails. Il passa des heures à en examiner chaque recoin, chaque paroi, chaque plafond, avec une attention presque excessive. Rien ne devait être caché, rien ne devait échapper à son regard. La transformation du camion se fit lentement, méthodiquement. Contrairement à la première fois, il ne se pressa pas. Chaque étape était réfléchie, chaque installation répondait à un besoin précis. Le travail n'était plus une fuite, mais une construction. À mesure que le camion prenait forme, Ethan sentait quelque chose en lui se reconstruire également. Il ne travaillait plus sous la menace ou la peur, mais avec une concentration sereine, presque joyeuse. Le printemps arriva sans qu'il s'en rende compte. Un matin, le food truck était prêt. Propre, lumineux, sans la moindre cavité suspecte, ni le moindre secret enfoui. Lorsqu'il le conduisit pour la première fois dans les rues de la ville, il éprouva une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Ce n'était pas de l'excitation pure, mais une satisfaction profonde, ancrée. Il se gara à un emplacement modeste, ouvrit les volets et alluma le grill. Rapidement, les premiers clients arrivèrent. Certains étaient attirés par la nouveauté, d'autres par l'odeur, d'autres encore par simple curiosité. Ethan travaillait avec assurance, retrouvant les gestes précis, le rythme, le contact avec les gens. Les conversations étaient simples, parfois banales, mais elles lui rappelaient qu'il faisait de nouveau partie du monde, qu'il n'était plus isolé dans son box ou enfermé dans ses pensées. À un moment, alors que la file s'étirait le long du trottoir, il leva instinctivement les yeux vers le plafond du camion. Il n'y vit rien d'autre que ce qu'il avait lui-même installé. Aucun câble dissimulé, aucune masse invisible au-dessus de sa tête. Juste une structure claire, honnête, à l'image de la vie qu'il cherchait désormais à mener. Un sourire discret se dessina sur son visage,
Ethan ne se considérait pas comme un homme chanceux. Il se voyait plutôt comme quelqu'un qui avait survécu à une épreuve inattendue et qui avait appris à reconnaître ce qui comptait vraiment. Il savait désormais pourquoi il se lèverait le lendemain et les jours suivants. Non pas pour fuir le passé ou courir après une illusion, mais pour continuer, simplement, avec un plafond sans cache et une route enfin dégagée devant lui. Si cette histoire vous a fait rester figé, ne serait-ce qu'une seconde, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer le prochain épisode. La suite sera encore plus intense et imprévisible. Découvrez dès maintenant les autres vidéos sur la chaîne. Vous y trouverez des histoires où une découverte change tout en un instant. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis afin qu'eux aussi découvrent ce qui peut se cacher là où personne ne regarde.